Aujourd'hui, néanmoins, la Chine a une vraie volonté de peser sur ce secteur, une vraie volonté politique, et notamment en pesant sur la normalisation de ces technologies, car Pékin a bien compris que la normalisation technique, l'élaboration de standards techniques dans ce secteur est un moyen de projeter sa puissance et ses valeurs. Les techniques d'IA sont utiles et utilisées à la fois pour des questions de logistique, de renseignement, de ciblage, d'aide à la décision, de C2, c'est-à-dire de commandement et de contrôle, et pour l'autonomisation des systèmes d'armes. Et c'est très frappant de voir à quel point tous les aspects de la guerre peuvent être augmentés grâce à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être présents ce soir dans ce bel amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne. Et je remercie tout de suite notre partenaire du soir, donc le MRIAE, Magistère et Master Relations internationales et Actions à l'étranger de la Sorbonne, de nous accueillir dans ces magnifiques locaux. Je remercie également Major Prépa qui nous filme ce soir, ce qui va permettre de diffuser très largement cette conférence à un public non parisien qui n'a pas la chance de pouvoir venir en Sorbonne. Alors cette conférence, elle est liée à la revue Politique étrangère, qui est la revue de l'IFRI, mais qui en réalité précède l'IFRI puisqu'elle a été créée en 1936, alors que l'IFRI lui-même date de 1979. Le dernier numéro portait sur l'intelligence artificielle ou la course à la puissance, pour ce qui est du dossier principal, et nous allons en discuter ce soir avec trois auteurs qui ont contribué à ce dossier. Alors, Politique étrangère date de 1936, mais suit les sujets technologiques depuis longtemps. Alors, pas depuis 1936 pour ce qui est d'Internet, évidemment, mais depuis 2006. C'est en 2006 qu'on a consacré notre premier dossier à la géopolitique de l'Internet. Ensuite, en 2012, on a eu un dossier qui s'appelait « Internet, outils de puissance ». En 2018, un dossier sur la cybersécurité, qui s'appelait « Cybersécurité, extension du domaine de la lutte ». Et puis, donc, en 2024, l'intelligence artificielle est à la mode, et je pense que c'est une mode qui va durer, mais enfin ça, on en discutera avec nos panélistes, avec ce dossier donc sur l'intelligence artificielle ou la course à la puissance. Alors, les trois auteurs qui sont là autour de moi ont écrit deux articles, puisque Amélie et Laure, que je vais présenter dans un instant, ont coécrit leur article. Amélie Ferré, qui est tout à gauche, à votre droite, dans l'autre sens, est responsable du laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI, et elle est également autrice d'un livre qui est paru très récemment et qui est intitulé « Les mots, armes d'une nouvelle guerre ». Laure de Roussy-Rochegonde, qui est à ma gauche immédiate, est responsable du Centre géopolitique des technologies de l'IFRI, et elle est l'autrice d'une thèse de doctorat en sciences politiques qui vient de paraître en livre, là encore, aux presses universitaires de France, et qui est intitulée « La guerre à l'ère de l'intelligence artificielle ». Et Benjamin Pajot, à ma droite, est chercheur associé au Centre géopolitique des technologies de l'IFRI, et auparavant, il avait travaillé sur les enjeux numériques et cyber au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, on a ce soir un public notamment étudiant, donc je vais faire quelque chose d'assez scolaire qu'on ne fait pas toujours à l'IFRI, mais peut-être qu'on devrait le faire, c'est donner quelques définitions. La conférence de ce soir est intitulée « Géopolitique de l'intelligence artificielle » et je crois que les termes géopolitique et intelligence artificielle méritent d'être définis. Alors, ce sont des termes qui ne connaissent pas de définition consensuelle, donc je vais arbitrairement choisir une définition. Pour ce qui est de la géopolitique, je vais prendre une définition proposée par Yves Lacoste, qui est le fondateur de l'Institut français de géopolitique et auteur dans les années 70 d'un livre qui est un classique, j'imagine tous les étudiants du MRIAE ont lu, qui s'appelle « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Yves Lacoste écrit, je cite, « Par géopolitique, il faut entendre toute rivalité de pouvoir sur ou pour du territoire. Toute rivalité de pouvoir n'est pas nécessairement géopolitique. Pour qu'elle le soit, il faut que les protagonistes se disputent au premier chef l'influence ou la souveraineté d'un territoire. » Et il ajoute, « Depuis quelques années, le terme de géopolitique est souvent étendu aux nouvelles formes de territoire que sont le cyberespace et l'Internet et aux rivalités qui s'y expriment, notamment entre acteurs étatiques ou économiques. » Alors, je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle soit un territoire, au sens propre du terme, même quand on le compare au cyberespace,
mais je pense qu'en le croisant avec la notion de géopolitique, on arrive quand même à des choses intéressantes dont on va discuter dans un instant. L'intelligence artificielle, là je vais tout simplement reprendre la définition donnée par Laure et Amélie dans leur article de la revue Politique étrangère. Elles écrivent, je cite, « Apparue en 1965 dans les travaux du logicien John McCarthy, l'expression intelligence artificielle renvoie à l'ensemble des techniques visant à mieux comprendre les intelligences humaines et à les imiter à l'aide de programmes informatiques qui simulent leur fonctionnement. Dans un sens plus générique, l'IA qualifie la capacité de système à accomplir des tâches requérant normalement un raisonnement humain. » Alors, le croisement de la géopolitique et de l'intelligence artificielle, on va en discuter pendant plus d'une heure, mais je pense qu'une bonne entrée en matière, c'est cette citation de Vladimir Poutine qui est souvent utilisée quand on évoque ce sujet, qui date de 2017. Vladimir Poutine, à l'époque, avait dit « Celui qui dominera le secteur de l'intelligence artificielle dominera le monde ». Donc vous avez compris, on va parler de technologie, de compétition de puissance, de rapport de force et même directement de guerre, dans un deuxième temps avec Amélie et Laure. Mais on va commencer par Benjamin, puisque Benjamin avait fait l'article d'ouverture de ce numéro de Politique étrangère, donc l'article le plus large, qui portait sur un panorama de la compétition internationale en matière d'intelligence artificielle. Benjamin, je vous cède la parole pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup Marc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Merci au MRIAE pour l'invitation. Donc je vais vous proposer un rapide tour d'horizon sur la compétition internationale au niveau interétatique dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'en 10 minutes, je serai loin d'être exhaustif. C'est un sujet, comme le disait Marc, qui revient très régulièrement sur le devant de la scène. On entend beaucoup parler de nouvelles courses aux armements. Et il faut reconnaître que la vague de l'IA générative qui accourt maintenant depuis un peu plus de 2 ans semble avoir relancé la machine et renforcé la compétition internationale dans ce secteur. Et d'emblée se pose une première difficulté quand on commence à réfléchir à cette question, c'est comment mesurer les rapports de puissance dans le champ de l'intelligence artificielle. Parce qu'on est face à une notion abstraite, relative et difficilement quantifiable, et que les capacités d'innovation et d'adoption de ces technologies par les États sont difficiles à évaluer. Donc de même qu'il n'y a pas de définition absolue pour la géopolitique et l'intelligence artificielle, eh bien j'ai choisi moi aussi différents marqueurs de manière un petit peu arbitraire et sans prétention à établir une liste de critères de référence. Premier critère qui me semble le plus évident, c'est celui des investissements. Investissements à la fois publics et privés, qui marquent quand même disons l'ambition des différents acteurs étatiques dans ce contexte. Second élément, les capacités techniques. Là, on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Il y a tout ce qu'on connaît déjà à propos de la constitution d'immenses corpus de données et qui est caractéristique de l'ère du big data. Il y a la question de la conception des algorithmes pour valoriser et exploiter ces données, mais aussi la question de la puissance de calcul qui permet d'entraîner ces algorithmes et de pouvoir ensuite proposer des modèles qui nous conduisent jusqu'à ChatGPT qui est aujourd'hui en débat. Tout ça suppose des éléments sous-jacents qui sont notamment un accès privilégié à des semi-conducteurs de pointe, à une source fiable d'énergie, puisque l'intelligence artificielle, dans sa version qui plus est générative, consomme énormément d'énergie. Ça, c'est un point bien important qu'il faut avoir en tête. Et d'autres critères peuvent aussi entrer donc, en ligne de compte à partir de ces constats, donc la capacité d'approvisionnement en puces, le nombre de supercalculateurs à disposition pour ces États et le nombre de modèles qui sont développés à l'intérieur de ces pays. Dernier élément qui me semble aussi important pour définir la puissance dans ce registre, c'est la capacité d'attraction et de rétention des talents, c'est-à-dire de l'ensemble des ressources humaines tout au long de la chaîne de valeur. Sur l'ensemble de ces éléments, les États-Unis, la Chine et l'Europe semblent être les puissances aujourd'hui les mieux positionnées et dans cet ordre. La compétition est d'ailleurs souvent présentée dans ce secteur comme une lutte entre ces 3 grands blocs et il faut reconnaître que parmi les modèles majeurs d'intelligence artificielle qui étaient recensés en 2003, 61 étaient d'origine américaine, 21 européennes, mais attention en incluant le Royaume-Uni, et 15 d'origine chinoise. Voilà, ça vous donne un aspect très général du paysage. Et maintenant, si on devait prendre à la suite de cette première catégorisation, je dirais que
Il y a donc le duopole sino-américain qui domine très largement la scène mondiale, l'Europe à sa suite qui n'est pas en reste et qui existe au-delà de ses seules ambitions régulatrices, et puis ensuite divers États qui me semblent bien positionnés, sur lesquels malheureusement là je ne vais pas avoir le temps de m'attarder, mais on pourra y revenir dans la discussion. Je vais simplement les citer très rapidement pour que vous ayez un petit peu ce panorama en tête. Israël qui déploie une vision extrêmement sécuritaire de l'intelligence artificielle, le Canada qui est davantage tourné vers la recherche fondamentale, et ensuite un certain cortège de pays asiatiques qui montent en puissance sur ces questions, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, et 2 États du Golfe, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, qui ont fait de l'intelligence artificielle un argument d'image de marque nationale et qui investissent énormément dans ce secteur. Et enfin, dernière catégorie, alors un peu hors catégorie, moi, qui sont les pays que j'appelle les troubles faits, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, qui déploient d'abord l'intelligence artificielle à des fins de préservation de leur régime et qui s'en servent aussi comme un outil privilégié pour exercer un pouvoir de nuisance à l'international. Voilà, ceci étant posé, je vais essayer d'avancer très rapidement sur la suite, en précisant quand même que cette compétition ne relève pas d'un jeu à somme nulle, comme c'est souvent présenté, notamment par les acteurs américains ou chinois de l'autre côté. C'est pas une compétition monolithique, et la vision par bloc que je vous ai évoquée, finalement, elle trouve très rapidement ses limites. Les écosystèmes d'innovation en IA, aujourd'hui, ils demeurent extrêmement interconnectés. Ne serait-ce parce que le rôle que joue l'open source aujourd'hui dans le développement des modèles en source ouverte est extrêmement important et permet une circulation à la fois des idées, du code et des modèles. Il existe aussi de très nombreux partenariats universitaires, y compris entre la Chine et divers États occidentaux. Et puis enfin, et peut-être last but not least pour le coup, les entreprises privées, et en particulier les big tech, les géants du numérique américains, constituent peut-être aujourd'hui les réelles puissances de l'IA, parce que ce sont ces entreprises qui développent et financent les modèles les plus performants et qui encouragent ensuite leur adoption et leur diffusion à travers la planète. On pourra là aussi y revenir dans les questions. Voilà, une fois ces tentatives de nuances posées, je vais rentrer très rapidement dans l'examen des 3 blocs évoqués, États-Unis, Chine, Europe, pour vous donner un petit peu plus de détails. Donc tout d'abord, sur ce duopole sino-américain, on peut constater que l'IA aujourd'hui est au cœur de la rivalité sino-américaine. Il y a une guerre technologique qui est en cours depuis quelques années entre les États-Unis et la Chine, ça ne vous aura pas échappé, avec une formidable continuité qu'on peut noter au passage entre les administrations Trump et Biden sur ce sujet. Et l'IA est aujourd'hui au cœur de cette rivalité parce qu'elle permet des applications de nature duale, c'est-à-dire de nature à la fois civile et militaire, et donc qui leur confère un caractère éminemment stratégique. Ce duopole, il est aujourd'hui incontestable à la fois en termes de nombre d'entreprises, de nombre de modèles, de nombre de chercheurs et par les montants qui sont déployés par ces 2 États. Et à noter toutefois que l'intensité de cette rivalité n'empêche pas des collaborations entre chercheurs et administrations américaines et chinoises sur des secteurs plus consensuels de l'intelligence artificielle comme la santé ou sur les questions des risques de sécurité. Au sein de ce duopole, ma perception à l'heure actuelle, et qui évidemment est susceptible d'évoluer en fonction des innovations qui vont arriver dans les prochaines années, c'est que la domination américaine a été raffermie par l'irruption de l'intelligence artificielle générative. C'est bien aux États-Unis que l'IA générative a vraiment pris cours et qu'elle a été adoptée très très largement et qu'elle est déployée aujourd'hui par des entreprises que tout le monde connaît. Pour en citer quelques-unes très rapidement, OpenAI aujourd'hui allié à Microsoft, Google, Meta, Nvidia, Anthropic AI, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples. Quelques chiffres pour se rendre compte de cette domination américaine. C'est le pays qui compte aujourd'hui le plus grand nombre de supercalculateurs, 171 en 2024 contre 80 pour la Chine. C'est le pays qui compte investir 50 milliards de dollars, on ne se rend pas compte du montant, c'est gigantesque, pour sécuriser ses approvisionnements en matière de semi-conducteurs sur les prochaines années, et qui déploie près de 40% des modèles à l'échelle internationale et les plus performants parmi ceux-là. En 2023, les États-Unis pèsent pour 31 milliards de dollars d'investissement privé, ne serait-ce que simplement pour l'IA générative, et 67 milliards pour l'ensemble du secteur de l'intelligence artificielle, loin devant la Chine et le Royaume-Uni. Donc il faut prendre la mesure vraiment de la force de frappe et, à mon sens, une forme d'avance qui est maintenue par les États-Unis dans le champ de l'intelligence artificielle.
malgré le fait que le nombre d'acteurs américains tendent à surestimer régulièrement les capacités chinoises pour attirer aussi des investissements et renforcer cette avance. En face de cet acteur américain, la Chine est plus qu'un poursuivant. Elle affirme ses ambitions depuis 2017 et son plan Next Generation AI qui vise à faire du pays le leader incontesté de l'intelligence artificielle d'ici à 2030. On n'y est pas encore, mais voilà, les ambitions sont très clairement affirmées, avec près de 38 milliards de dollars d'investissement public sur la décennie là, qui est en cours. La Chine, elle peut compter sur d'immenses réservoirs de données qui sont collectés bien sur le dos de sa population et qu'a profité aussi, les entreprises ont réussi à profiter d'une régulation longtemps permissive sur ce sujet qui a favorisé cette collecte et donc la construction de différents modèles, même s'il est vrai que le Parti communiste chinois a tendance à garder de plus en plus une emprise étroite sur les divers acteurs technologiques. Mais ça n'empêche pas le développement de certaines entreprises de taille mondiale. Tout le monde connaît TikTok pour le champ des réseaux sociaux, mais là où la Chine s'exporte peut-être le mieux dans le secteur de l'intelligence artificielle, c'est celui des technologies de surveillance qui sont dopées à l'intelligence artificielle, que ce soit sur la vision par ordinateur, la reconnaissance faciale, tout ce genre de choses, avec des entreprises comme Hikvision, Dahua, SenseTime. Et puis évidemment, les grands acteurs qu'on connaît peut-être un peu plus, les fameux BATX qui seraient le pendant chinois des GAFAM pour aller très vite, et donc Tencent, Baidu et Huawei qui ont chacun tenté de développer, là encore, des grands modèles de langage. Si la Chine a un leadership mondial sur le domaine de la vision par ordinateur, et donc en particulier, comme je le disais, sur la reconnaissance faciale et le traitement d'images, il me semble qu'elle accuse aujourd'hui un retard dans le domaine du traitement du langage naturel, qui est, disons, la technologie de soubassement qui conduit aujourd'hui à des robots conversationnels comme ChatGPT. Aujourd'hui, néanmoins, la Chine a une vraie volonté de peser sur ce secteur, une vraie volonté politique, et notamment en pesant sur la normalisation de ces technologies, car Pékin a bien compris que la normalisation technique, c'est-à-dire l'élaboration de standards techniques dans ce secteur, est un moyen de projeter sa puissance et ses valeurs. Ça passe par une politique de dépôt de brevets extrêmement abondante. Aujourd'hui, 60% des brevets en intelligence artificielle à travers le monde sont déposés par la Chine, contre seulement 20% pour les États-Unis, même si il faut garder à l'esprit que ces brevets ne sont pas toujours, n'atteignent pas toujours un stade international. La Chine participe également activement aux travaux des instances de normalisation internationale comme à l'Union internationale des télécommunications, et elle déploie une politique d'influence active auprès de ses partenaires des BRICS pour les engager sur des travaux autour de la normalisation de l'intelligence artificielle. Face à ce duopole, et j'en terminerai par là, l'Europe, elle est un petit peu, j'ai envie de dire, au milieu du gué. Elle est souvent présentée, l'Europe, comme une puissance essentiellement normative qui serait capable simplement de réguler un secteur sur lequel elle ne parvient pas à peser. Alors ça, c'est la persistance du fameux effet Bruxelles, de la réglementation européenne qui ensuite se déploie à travers le monde. On peut penser au règlement sur l'intelligence artificielle, le fameux AI Act qui a été adopté et qui entre en vigueur là depuis cet été. On peut évidemment se souvenir des règles et qui est dans la lignée donc, de ces règlements précédents qui étaient le RGPD ou la régulation sur les services ou les marchés numériques. Avec le risque ici qui est toujours le même, c'est-à-dire celui de voir des efforts de régulation et bien souvent être lent à entrer en application, manquer ensuite derrière de volonté politique pour être fermement appliqué et se voir dépassé par les cycles d'innovation qui sont intrinsèquement plus rapides. Ce d'autant plus que ce cadre-là, il est lui-même menacé à l'intérieur de l'Europe. J'en veux pour preuve le rapport Draghi qui est sorti là il y a quelques semaines et qui invite à moins de régulation pour libérer l'innovation au sein de l'Union européenne. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même constater que l'Europe n'est pas absente complètement sur le volet industriel, loin de là. Elle a de réelles capacités d'innovation. Évidemment, si on inclut les capacités du Royaume-Uni, on fait monter en flèche les statistiques. Deuxième rang mondial en matière de nombre de modèles d'apprentissage automatique. Troisième rang mondial en termes de modèles de fondation. Voilà pour les détails un petit peu plus techniques. Mais elle peut compter aussi sur un visier talent extrêmement abondant et un écosystème de formation unique au monde avec des coopérations universitaires à travers tout le continent.
des investissements qui sont loin d'être au niveau, alors pour les investissements publics de l'Union européenne, loin d'être au niveau des États-Unis, de ceux des États-Unis et de la Chine, mais il faut toutefois y ajouter des investissements en propre de la part des États membres, et on a tendance à pas forcément rassembler l'ensemble de ces chiffres quand on essaye de mesurer l'impact des investissements européens. Avec toutefois un bémol, c'est que ces investissements des États membres se font un petit peu en ordre dispersé, ce qui traduit en fait des logiques nationalistes au sein de l'Union européenne et qui nuisent à l'élaboration d'une politique unifiée en matière d'intelligence artificielle. À ce titre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ont toutes une stratégie nationale qui vise à en faire des leaders de l'IA. Ça commence à faire beaucoup de leaders de l'IA à un moment. Et qui donc, dans cette situation, évidemment, rend les choses très difficiles pour l'apparition de clusters industriels transnationaux au sein de l'Union. Sur le continent, aujourd'hui, la Grande-Bretagne est encore le véritable chef de file continental, c'est le leader de la recherche fondamentale, c'est là où il se crée le plus de startups. Et au niveau politique, il faut quand même aussi remarquer que la précédente administration, par l'impulsion de Rishi Sunak, a essayé de prendre le leadership sur ces questions diplomatiques en convoquant notamment le premier sommet mondial sur l'intelligence artificielle de Bletchley Park. Dans son sillage, et là pour le coup au sein de l'Union européenne, l'Allemagne et la France se détachent comme les deux principales puissances de l'Union, avec des entreprises de renommée internationale présentes sur leur territoire, les fameux Mistral, Poolside, DeepL, Aleph Alpha, etc. Voilà pour un tableau très général. Je vais m'arrêter ici parce que sinon je vais être trop long et on pourra parler plus longuement peut-être de la France ou d'autres États dans la discussion. Merci beaucoup, Benjamin. Je vais passer maintenant la parole à Laure et Amélie. Merci beaucoup. D'abord, je voulais commencer par remercier le MRIAE et dire combien j'étais heureuse d'être parmi vous ce soir, d'autant que mes parents se sont rencontrés devant l'amphi Richelieu. Donc, je dois beaucoup à cet amphi bien avant ce soir et je suis contente de pouvoir lui en rendre un peu. Donc, on a parlé de 1936, qui n'est pas seulement l'année de la création de politique étrangère, mais qui est aussi l'année de la guerre civile espagnole. Et ce qui est assez intéressant pour entrer dans le vif du sujet, c'est que en 2024, le stratégiste américain Peter Singer a écrit un article dans lequel il comparait les conflits en cours en Ukraine et à Gaza à ce qui s'était produit pendant la guerre d'Espagne, en disant en fait, pendant la guerre d'Espagne, il y avait à la fois des méthodes éprouvées de guerre, comme des tranchées qui étaient creusées, un recours au fusil, mais il y avait aussi des méthodes très innovantes qui commençaient à apparaître, comme l'aviation militaire ou l'usage de la radio. Et finalement, ce que dit Peter Singer, c'est ce à quoi nous assistons sur les théâtres d'opérations contemporains en dit davantage sur la guerre qui vient, à l'image de ce que la guerre d'Espagne pouvait dire de la Seconde Guerre mondiale qui allait survenir quelques années plus tard. Et c'est pourquoi il nous a semblé particulièrement intéressant d'examiner après tout ce qui a été brillamment exposé par Benjamin sur les aspects vraiment de compétition internationale, d'examiner les applications militaires et les usages sur les champs de bataille contemporains. Donc, d'abord, ce qu'on observe, c'est que désormais, l'intelligence artificielle irrigue l'intégralité des systèmes de force contemporains. En réalité, c'est un investissement, un effort qui n'est pas nouveau dans le sens où dès 2007-2009, de premiers plans ont été élaborés, notamment par les États-Unis, qui voyaient à quel point l'intelligence artificielle pouvait être un game changer sur un champ de bataille. Mais depuis quelques années, on voit véritablement une accélération et surtout, on voit des applications qui sont multiples et qui sont protéiformes. Donc là, je vous ai mis la liste un peu exhaustive, mais sans passer du temps sur chaque, effectivement, les techniques d'IA sont utiles et utilisées à la fois pour des questions de logistique, de renseignement, de ciblage, d'aide à la décision, de C2, c'est-à-dire de commandement et de contrôle,
de cybersécurité, de lutte informationnelle, et Amélie en reparlera, de guerre électronique, pour la santé des armées et pour l'autonomisation des systèmes d'armes, dont on parlera aussi. Et c'est très frappant de voir à quel point tous les aspects de la guerre peuvent être augmentés grâce à l'intelligence artificielle. C'est ce qui fait dire à certains observateurs que l'intelligence artificielle est une nouvelle révolution des techniques de la guerre, comme l'ont été auparavant l'invention de la poudre ou l'arme nucléaire. Pour donner un exemple, donc là j'ai donné un exemple des applications, pour donner un exemple plutôt des types de plateformes, on parle beaucoup en Ukraine des munitions rôdeuses, des drones, de la lutte anti-drone, tout ce qui concerne la défense antiaérienne. Donc là aussi, même en termes de systèmes eux-mêmes, il y a vraiment un vaste éventail de plateformes dans lesquelles on retrouve de l'intelligence artificielle. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'intelligence artificielle est envisagée par le Pentagone depuis 2009, mais ça a été largement repris par les partenaires et les adversaires des États-Unis ensuite, comme un multiplicateur de force. Et non. Et effectivement, l'intelligence artificielle appliquée au domaine militaire présente de nombreuses promesses qui, en fait, touchent à différents aspects, là aussi. D'abord, l'intelligence artificielle est extrêmement utile quand il s'agit d'agréger et de traiter un très grand nombre de données et des données hétérogènes. Et ça, c'est un problème auquel étaient confrontées les forces armées pendant plusieurs années, puisque, par exemple, en 2009, au moment des opérations américaines en Afghanistan, il avait été estimé par la CIA que pour analyser toutes les images captées par les drones de la CIA en Afghanistan en 2009, il faudrait 24 années de visionnage. Donc on voit qu'à l'échelle humaine, c'est complètement impossible. En revanche, quand on a recours à des techniques d'intelligence artificielle qui sont capables de détecter les points saillants, les menaces sur une image grâce à une programmation particulière, ça permet évidemment de gagner énormément de temps. Et c'est intéressant pour accélérer ce qu'on appelle la boucle OODA. Donc c'est un peu un acronyme militaire barbare, no offense pour les militaires présents, mais OODA, ça veut dire observer, orienter, décider et agir. Et donc l'intelligence artificielle permet d'accélérer le rythme dans chacune de ces étapes. Dans l'observation, parce que comme je le disais, c'est une aide qui permet de repérer les menaces potentielles ou tout simplement d'avoir des images plus précises lorsqu'on croise avec des images de drones, des images de satellites, etc. Orienter, parce que l'intelligence artificielle permet d'améliorer la mobilité, la navigation des plateformes, par exemple des drones qui peuvent aller dans des endroits plus difficiles d'accès. Décider, parce que maintenant les techniques d'intelligence artificielle permettent de faire de l'aide à la décision, et ça a été notamment observé en Ukraine et à Gaza, et on y reviendra juste ensuite, et agir, puisque toutes ces étapes permettent finalement d'agir plus rapidement. Et le dernier point, c'est le fait que l'intelligence artificielle est utilisée à des fins de robotisation, donc pour rendre les plateformes robotiques, que ce soit aériennes, navales, terrestres, sous-marines, même plus efficaces, d'autant que les plateformes tendent à être désormais à la fois des capteurs et des effecteurs. C'est-à-dire que quand on prend un drone, par exemple, il a à la fois des capacités d'observation, et ça c'était le premier usage des drones, mais aussi des capacités d'agir, d'être un effecteur, par exemple en lançant un missile. Et donc on voit qu'il peut avoir vraiment une double fonction dans cette boucle OODA dont je parlais tout à l'heure. Et le dernier point qui est important à mentionner, c'est que cette logique de recours à l'intelligence artificielle et d'autonomisation des systèmes d'armes s'inscrit dans une tendance plus générale de volonté de préserver la vie humaine, notamment dans les armées occidentales, puisqu'il y a eu trois tendances un peu concomitantes. D'une part, la réduction du format des armées,
qui s'est observé évidemment dans l'armée française, mais aussi dans d'autres armées alliées et alentours. Ensuite, il y a eu un phénomène de multiplication des opérations extérieures qui rendaient le déploiement de militaires nécessaire. Et dernière tendance, le fait que la tolérance aux pertes humaines a décru au fur et à mesure des années, ce qui rendait le fait de pouvoir tout simplement substituer des plateformes robotisées à des soldats très intéressant. Pour parler un peu plus concrètement maintenant, on va vous donner deux exemples qui sont à la fois les deux exemples les plus frappants et les plus récents de recours à l'intelligence artificielle sur le champ de bataille. Le premier, il en a été beaucoup question ces derniers mois, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, Time Magazine, pour son édition anniversaire des 2 ans de la guerre en Ukraine, a titré « The First AI War ». On verra que ce n'était pas les premiers à dire ça au sujet d'une guerre, mais ça montre bien à quel point l'intelligence artificielle s'est avérée déterminante sur le théâtre ukrainien. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Ukraine a vraiment eu un recours à l'IA du faible au fort. C'est-à-dire qu'il y a une logique qui consiste à compenser l'infériorité numérique ukrainienne, le désavantage quantitatif, par une supériorité technologique. Ça, c'est une logique de nivellement. Les Ukrainiens n'ont pas été les premiers à faire ça. En réalité, au départ, c'est plutôt les Américains qui ont inventé cette idée dans le cadre de la Third Offset Strategy, qui était précisément une stratégie de nivellement. Et d'ailleurs, les Ukrainiens ont été très massivement aidés dans cette démarche par des acteurs américains, notamment les géants du numérique américains qu'on connaît, et aussi des acteurs un peu plus sulfureux, par exemple Palantir, puisque dès juin 2022, Alex Karp, qui est le CEO de Palantir, est venu proposer gratuitement ses services à Volodymyr Zelensky. Et on retrouve ensuite des acteurs comme le Starlink d'Elon Musk et d'autres, et Clearview AI par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des acteurs qui avaient mauvaise réputation aux États-Unis parce qu'ils étaient associés à des soupçons de surveillance de masse. Donc, ils ont vu en Ukraine une opportunité d'améliorer leur image en se présentant comme les sauveurs des Ukrainiens et évidemment pour eux d'engranger tout un tas de retours d'expérience, de données opérationnelles qui ont rendu tout simplement leur système beaucoup plus efficace et en plus c'est devenu un argument marketing puisque on était par exemple au salon de l'armement terrestre Eurosatory en juin dernier et le côté expérimenté en Ukraine est vraiment un argument commercial aujourd'hui. Je ne m'attarde pas trop sur l'Ukraine pour laisser la parole à Amélie, mais simplement dans les applications un peu concrètes, ce qui est important de souligner, c'est la place prise par les drones. Donc j'en ai déjà parlé, mais on a vu à quel point dans les deux camps, les drones étaient massivement utilisés, avec là aussi un intérêt important de l'intelligence artificielle, qui est qu'en 2014, les drones avaient déjà été très largement utilisés dans le conflit russo-ukrainien, mais les Russes s'étaient avérés très forts en guerre électronique, c'est-à-dire qu'ils arrivaient très bien à brouiller les drones, et donc les drones, quand ils étaient brouillés, quand ils perdaient la liaison avec leur opérateur, ils étaient inutiles, puisque la plupart du temps, ils tombaient et ils n'étaient plus capables de continuer leur mission. Quand on met de l'intelligence artificielle, eh bien, le drone peut continuer sa mission, même s'il perd la liaison avec son opérateur. Ce qui pose des problèmes de contrôle humain, mais on en parlera ensuite. Et dernier point, c'est le recours à l'open source intelligence, c'est-à-dire le renseignement en source ouverte. Et ça a été très observé en Ukraine, et ça consiste tout simplement, là aussi, à croiser un nombre très important de données, notamment issues des réseaux sociaux. Et les Ukrainiens ont eu ce type de démarche pour, par exemple, identifier des soldats ukrainiens, des soldats russes sur le territoire ukrainien, repérer des manœuvres en train de se faire, les unités, les mouvements des unités, qui étaient ensuite croisés avec des images satellites, des images de drones, pour là aussi faire du ciblage et frapper au bon endroit. Donc l'Ukraine du faible au fort, et
Je cède la parole à Amélie. Donc merci beaucoup aux organisateurs et merci beaucoup à l'audience également. Pour continuer sur la présentation qui a été faite déjà par lors de notre article, le cas de Gaza donne un bon exemple aussi de comment l'IA peut être utilisée, plus spécifiquement donc dans toutes les différentes options que Laure a présentées. Ici, on va s'intéresser au ciblage parce que, comme on le sait, l'IA est également utilisée par exemple pour faciliter la rapidité de traitement du système de défense antiaérienne Iron Dome, donc qui va permettre de détecter et de calculer et prédire les trajectoires des missiles ou des roquettes qui arrivent sur Israël. Donc là, on va pas parler de ça. Nous, on va plus spécifiquement parler de comment l'IA est utilisée pour faire du ciblage. Donc le ciblage, pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement déterminer à quels endroits ou quelles personnes à quelle personne on va frapper. Donc pour rejoindre un peu la question du narratif ou du récit de l'IA qui avait été présenté par Benjamin, c'est vrai qu'Israël a beaucoup investi l'IA pour justement participer à son image de marque de Startup Nation, de nation technologique, et c'était aussi une forme de volonté d'imprimer un ascendant psychologique sur ses adversaires en mettant en avant la sophistication de ces systèmes d'armes. Donc dès 2020, le plan de modernisation de l'armée israélienne qui s'appelle Momentum fait de l'IA la clé en fait de la réforme de l'armée israélienne, de manière à pouvoir justement projeter l'armée israélienne vers les guerres du futur dont parlait Laure aussi en introduction. Et ils ont présenté donc l'opération Gardien des Murs en 2021 comme la première guerre de l'IA. Ce qu'on voit dans la guerre actuelle, donc l'opération Glaive de fer, donc qui a été renommée depuis opération Résurrection, c'est l'emploi de différents logiciels à différentes fins. Il y a des logiciels, par exemple Depth of Wisdom, qui vont aider à cartographier des sous-sols et des sols des territoires palestiniens, mais aussi au nord d'Israël pour essayer d'identifier les endroits où il y a probablement des tunnels, donc soit des tunnels du Hamas, soit des tunnels du Hezbollah, en utilisant des données géologiques. Et donc c'est toujours un système qui fonctionne sur la probabilité en fait de l'identification des tunnels. Mais là, moi, ce que j'aimerais plus spécifiquement vous présenter, c'est l'utilisation de 3 logiciels, Apsora, Lavender et Where's Daddy. Donc Apsora, c'est un premier logiciel qui est un logiciel de ciblage géographique de bâtiments plutôt, et qui va prédire à partir des données justement qui sont entrées dans le logiciel quels sont les sites à l'intérieur de la bande de Gaza qui peuvent servir de lancement de roquettes. Et donc, ça va, pareil, travailler à partir de la probabilité en fonction de la localisation déjà connue de dépôts d'armes ou de sites de lancement de roquettes, ou alors à partir de la trajectoire connue des roquettes pour analyser d'où elles viennent et donc pour pouvoir ensuite les frapper. Même chose, c'est un logiciel qui peut être évidemment appliqué au sud du Liban. Apsora, cela dit, il a été utilisé donc pour faire ce ciblage-là, mais il a aussi été utilisé pour cibler ce que les Israéliens ont appelé des power targets, c'est-à-dire donc en fait ils ont repris des théories du bombardement aérien qui étaient des théories qui avaient été développées par Douay au tout début du XXe siècle, qui est un penseur italien, avec cette idée que si on frappe certains points clés d'une société, et notamment des points clés de la société civile d'une société, eh bien on va encourager la société à se révolter contre son échelon politique, et donc on va encourager la société à faire pression pour que celle-ci essaye de stopper la guerre et donc pousse son échelon politique vers le compromis. Donc appliqué à Gaza, c'était l'idée que si on frappait justement ces power targets, on allait faire en sorte que les Gazaouis allaient se révolter contre le Hamas. Or, ce sont des théories qui ont été
controversées qui ont été remises en cause notamment par Robert Pape, qui est un politiste américain qui a fait tout un travail quantitatif pour montrer que ça n'avait jamais marché. Mais toujours est-il qu'il y a eu donc un ciblage, notamment des universités, des mosquées et des points clés en fait de la société civile gazaoui, justement dans cette fin de créer ce qu'ils appellent du shock and awe, c'est-à-dire du choc et de l'effroi, et pour vraiment casser la volonté de la population gazaoui de mener une guerre face à Israël. Deuxième logiciel qui a été utilisé, qui a fait là aussi beaucoup de bruit, c'est Lavender. Donc là, on n'est plus sur le ciblage de bâtiments, on est sur du ciblage humain. C'est-à-dire qu'à partir principalement des données de communication de personnes qui font partie d'organisations armées palestiniennes, donc notamment des personnes qui changent souvent de téléphone, des personnes qui font partie de groupes WhatsApp qui sont identifiés comme incorporant plusieurs militants du Hamas ou du djihad islamique, ou alors des numéros qui ont été identifiés comme appartenant à des membres du Hamas et qui sont ensuite récupérés par d'autres personnes, parce que l'algorithme il a beaucoup été nourri à partir des téléphones en fait qui ont été récupérés chez les membres du Hamas ou du djihad islamique qui ont été arrêtés tout simplement par Israël. Eh bien, le système va proposer des similarités et donc va donner une probabilité pour qu'une personne fasse partie d'un groupe armé palestinien ou non. Le problème, c'est que ces schémas de communication, ils peuvent parfois être utilisés pas du tout par des membres armés. Comme vous savez, donc le Hamas avait une politique de répression envers ses opposants. Et donc, les journalistes critiques gazaouis, eux aussi, changeaient très régulièrement, par exemple, de téléphone. Les membres d'organisations pour les droits civils ou pour des organisations humanitaires à Gaza également. Et il y avait aussi tout simplement des erreurs avec des gens qui récupèrent des téléphones ou alors des homonymes. Et donc, Lavender a été utilisé notamment au début de la guerre pour faire ce ciblage et surtout pour augmenter les cadences de ciblage, puisque, comme l'a dit Laure, l'idée c'était de faire de la fusion de données, c'est-à-dire de pouvoir en fait agréger très rapidement un nombre très fort de données pour pouvoir du coup avoir des listes de cibles très rapidement. Et ça corrélé à un troisième algorithme qui s'appelle Where's Daddy, qui est en fait un algorithme qui vise à localiser les personnes qui ont été ciblées par Lavender. Donc, il faut simplement faire un copier-coller des noms dans Where is Daddy et qui vont donc les localiser, sachant que le paramétrage, c'était de localiser ces personnes principalement chez elles la nuit, parce que c'est là où vous augmentez la létalité de vos frappes. C'est-à-dire que vous augmentez les chances que vous avez de cibler effectivement la personne que vous cherchez. Or, le problème, c'est que Lavender a au départ été testé au tout début de l'opération Glaive de Fer, et il y avait 90% de réussite donc dans les noms qu'ils proposaient. Mais 90% de taux de réussite, ça veut dire aussi 10% de taux d'erreur. Et donc, au plus fort de l'utilisation de Lavender, il y a 37 000 noms qui sont sortis comme membres du Hamas, et si on prend du coup 10% d'erreurs, ça fait 3700 personnes qui sont qui n'ont rien à voir avec le Hamas et qui ont quand même été ciblées, sans compter que si vous le corrélez à Where's Daddy et que vous postulez qu'une famille palestinienne c'est à peu près 5 personnes et que par ailleurs il y a des gens en dessus et des gens au-dessus et en dessous, eh bien vous arrivez très rapidement à un taux d'à peu près 20 000 personnes civiles tuées. Et ce qui est intéressant par ailleurs, c'est qu'à partir du moment où il y a eu justement l'utilisation de ces algorithmes, en fait on voit une décrue dans la cadence des frappes, qui peut laisser penser que entre en fait octobre et décembre, il y a eu une utilisation, on va dire massive de ces algorithmes-là pour faire du ciblage à Gaza, ce qui explique le très fort taux de victimes civiles qui est inédit au XXIe siècle dans ce laps de temps, pas le nombre de victimes civiles en tant que tel, mais si on le rapporte au laps de temps.
Et si on voit ensuite donc cette décrue dans les cadences, on peut postuler qu'il y a eu une correction justement du fait de ces erreurs de paramétrage. Donc c'est un exemple intéressant sur on va dire le test ou l'épreuve du feu de l'IA en guerre. Je continue très rapidement parce que je vois qu'on dérive sur le temps. Simplement, donc l'IA n'est pas utilisée que pour faire du ciblage, je l'ai dit, mais l'autre point qui me paraissait particulièrement saillant à Laure et moi dans comment l'IA peut changer en fait la nature des conflits, c'est dans la guerre des récits. C'est-à-dire que vous savez aujourd'hui que pour gagner un conflit, il suffit pas d'avoir une suprématie au niveau tactique, il faut aussi gagner en termes de légitimité. Et donc l'IA va être utilisée pour promouvoir son propre récit en saturant les réseaux sociaux, par exemple, de posts, en faisant donc ce qu'on appelle de l'astroturfing, c'est-à-dire en faisant penser aux personnes qu'il y a une opinion majoritaire qui se dégage et qui est spontanée et qui est véridique, alors qu'en réalité il s'agit simplement de posts automatiques, donc qui ne sont pas représentatifs d'une majorité de population. L'utilisation de deepfake, donc là vous voyez par exemple, ça c'est très intéressant. Ici il y a une photo qui est donc une photo fausse de Gaza, qui a été brandie par un manifestant dans une manifestation au Caire. Et Libération a fait sa une avec le manifestant qui brandit cette photo, sauf que Libération ne s'est pas rendu compte que c'était une fausse photo. Donc c'est intéressant sur comment, enfin c'était une vraie photo si vous voulez d'une manifestation, mais avec un manifestant qui brandissait une fausse photo. Ce qui montre aussi la force de frappe que peuvent avoir ce type de fausses images. Et là, au contraire, vous avez une vidéo qui a été postée par en fait la direction de la Hasbara, qui est une forme de diplomatie publique qui travaille donc qui est rattachée au Premier ministre israélien et qui en fait est une vidéo qui vise à montrer comment Gaza aurait pu être si la bande de Gaza n'avait pas été gérée par le Hamas. Et donc, en fait, on voit une sorte de Dubaï, mais version Gaza. Et ça vise, en fait, à appuyer cette idée d'inversion accusatoire avec l'idée que les morts dans les bombardements civils ne sont pas de la responsabilité d'Israël, mais sont de la responsabilité du Hamas. Donc, c'est en fait un récit contrefactuel qui vise à cela. Et enfin, dernier point qui est quand même très important à mon sens, c'est l'utilisation d'algorithmes pour faire du screening de réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va passer au crible les posts de personnes sur les réseaux sociaux et on va du coup identifier qui, par exemple, est pro-palestinien, d'ailleurs plutôt pro-palestinien parce que les Palestiniens, évidemment, n'ont pas la force de frappe technologique et numérique qu'Israël. Et ensuite, on va faire des posts de dénonciation, notamment aux employeurs de ces personnes, et donc l'employeur reçoit 1 millier de messages en disant voilà, cet employé a des positions antisémites, alors qu'en fait ces messages sont complètement automatiques et faux. Donc ça montre bien aussi cette altération du rapport à l'authenticité et en fait la manière dont l'IA peut nourrir une forme de brouillard informationnel qui pose question sur la confiance qu'on peut donner aux informations qui nous parviennent. Rapidement, en fait, on l'a déjà dit, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des erreurs qui sont possibles malgré tout et des vulnérabilités aussi. À la fois, c'est ce qu'Amélie mentionnait sur le mauvais jeu d'entraînement qui fait qu'il peut y avoir un pourcentage d'erreurs assez important et un biais dans les données quand on dit que le fait d'appartenir, enfin plutôt d'avoir un certain numéro de téléphone et une preuve d'appartenance au Hamas, c'est un biais dans les données. Et un autre point important, c'est ce qu'on appelle le biais
automatisation, c'est le fait que les opérateurs qui utilisent ces systèmes tendent à avoir une confiance excessive parce que, d'une part, c'est pas nécessairement des ingénieurs et donc ils peuvent avoir une mauvaise compréhension du système en lui-même, d'autant que les algorithmes ont ce qu'on appelle un effet boîte noire, c'est-à-dire que les développeurs eux-mêmes ne savent pas toujours expliquer le raisonnement qui a conduit par exemple, une recommandation. Et en plus, du fait de l'accélération du rythme de la guerre dont je parlais au début et du fait que de très nombreuses données différentes sont utilisées, mais sans que l'opérateur sache exactement ce qui, dans les données, a permis d'incriminer, par exemple, un Gazaoui, ça pose la question du discernement humain. C'est-à-dire que, par exemple, un opérateur peut savoir que des images de drones, des images satellites, des écoutes téléphoniques ont été utilisées, mais ils ne savent pas ce qui, dans la conversation, ce qui, dans l'image de drone ou ce qui, dans l'image satellite, a laissé penser véritablement que un individu était une cible légitime. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur le temps de réaction, les enquêtes par un média israélien qui s'appelle 972 et qui a interrogé des officiers qui ont eu recours à ce type de technologie montrent que le temps de vérification qui est laissé aux opérateurs dans ces cas-là a été, au pic de l'opération Glaive de fer, d'une vingtaine de secondes seulement. Donc on voit bien à quel point, en 20 secondes, on n'a pas le temps d'exercer son discernement. Et voilà, et c'est ça, c'est un point très important parce que en fait, c'est pas l'algorithme qui prend tout seul la décision de cibler, mais c'est une proposition. C'est comme un GPS qui vous propose, si vous voulez, un chemin. Mais il y a une telle confiance dans la machine que, en fait, les officiers n'exercent plus du coup leur discernement. Exactement. Et donc, à ces biais, quelque part humains, sont associés des vulnérabilités plus d'ordre technique qui tiennent à la fois au risque de cyberattaques, de piratage, qui sont valables pour tout système informatique, mais qui vont dans le même sens. Le risque de prolifération également, puisque l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est peu coûteuse, qui se diffuse facilement et qui donc est susceptible de proliférer auprès d'acteurs non étatiques. Et on avait bien vu, par exemple, au sujet des drones, comment des acteurs comme le Hamas, le Hezbollah, Daesh avaient pu créer des drones artisanaux, et on peut imaginer la même chose au sujet de l'IA. Et finalement, ce qu'on montre dans l'article, c'est que toutes ces tendances vont dans le sens plutôt d'une érosion du contrôle humain. D'une part parce que, on l'a vu, le garde-fou de l'humain dans la boucle n'est pas suffisant du fait du temps de réaction, de la difficulté à exercer son discernement, et aussi pour des questions de responsabilité, puisque si on imagine une frappe de drone sur un théâtre d'opération quel qu'il soit, c'est d'abord très difficile de dire si la frappe de drone a été perpétrée avec un opérateur ou avec une intelligence artificielle dans le cockpit, et si une exaction est commise, finalement le fabricant et le commandement militaire peuvent se renvoyer la faute en disant non, c'était un bug technique, non, c'était une utilisation malveillante délibérée. Et pourtant, évidemment, la responsabilité est extrêmement importante dans les conflits armés, notamment pour l'exercice de la justice pénale internationale, qui pose beaucoup d'autres questions par ailleurs, mais qui demeure très importante. Et on en termine là.